Directement sur Jonah Lomu qui avance et ça forme un regroupement. On s'entasse pour un mort, un petit mort des familles, les Français se jettent dedans. Les Néo-Zélandais semblent pouvoir récupérer la balle. Maintenant, c'est un grattage du côté bleu. Fabien Galtier éjecte la balle. Christophe Dominici, tel un filou de numéro délié d'un numéro 11, file derrière le but et s'en va marquer le premier essai de cette rencontre contre les Blacks. Christophe Dominici, extraordinaire. Et aujourd'hui, tel Christophe Dominici, on va jouer à la guerre. Et c'est reparti pour une vidéo de grande arène. Je n'ai pas fini mon PO. Il va falloir que j'y pense. Et aujourd'hui, premier match de la dernière semaine de grande arène. C'est le moment le plus propice pour commencer un gel. C'est-à-dire qu'à 23h005, juste après établissement du matchmaking, votre inventaire est figé. J'ai donc effectué tous mes ups pour accéder à l'événement JML. Et ça fait une petite surprise pour les adversaires. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder pour... donc, quasiment tous mes personnages étaient R1. Sauf Shoei qui était R3, et la plupart n'avaient même pas de relique en fait. Lando était R3, oui. Enfin bref. Continuons. L'adversaire du jour n'est autre que Hannah Lane, donc dans une poule qui a l'air abordable, mais même si elle ne l'était pas, le Kyber est acquis. Il me suffit de faire mes défis de flotte. Il serait peut-être temps que je me motive à défis de flotte et cette saison de GA sera finie. Donc monsieur Hannah Lane, passons à l'analyse de son roster. Son roster, plusieurs choses à vérifier quand vous commencez à regarder un roster. Donc comme moi, il a un GL, il a donc le chevalier Jedi Luke Skywalker, et donc bon, vous pouvez effectuer une première vérification d'emblée, mais moi je vérifie directement toujours les vitesses et analysons son roster. Donc Saray est modé en vitesse. J'analyse le fait que Saray est plus rapide que mon SLKR. Élément déterminant, ce qui me facilitera la vie dans mon contre array s'il le place en défense. Première chose que j'analyse. Deuxième chose que j'analyse, la vitesse de son DR. La vitesse de son DR est plus basse que ma Shakti, et plus basse que mon DR. Élément déterminant. Je vérifie toujours la vitesse également de Dark Bastillation Fallen. Bastillation Fallen est à 309. Elle est inférieure à ma Bastilla. C'est-à-dire que mon DR aura un atout incroyable contre le sien. Et j'ai fait un remodage spécialement pour cette dernière semaine de GA. La troisième semaine de GA a tellement été marquée par ma Shakti, mon Jikel Shakti qui a démoli, qui a fait des gros pénétrants pour rentrer dans du lard, pour rentrer dans du DR, que j'ai décidé de décaler quelques modes. J'ai donc ralenti un petit peu mon Malak et mon Hux pour monter ma Shakti à 347. Bien que contrairement à Dominici, elle n'est pas évoluée dans le club de la vallée du Gabo avant de s'expatrier sur les bords de la rade. Et donc continuons pour cette analyse du match, l'avant-match, s'il vous plaît, cette analyse continue. Donc nous étions sur les vitesses de ce roster. Donc c'est un possesseur de Rey et il faut impérativement regarder la vitesse de son H-Fin et son Vashfin. Bouh, c'est lent, c'est mou du genou, ça jouera pas ailier, ça peut jouer première ligne, mais ça ira pas à l'aile, ça. Donc très bonne nouvelle, un H-Fin très lent. Si je regarde ses vitesses, c'est pas fou, 313, alors c'est bien, attention, c'est bien, mais c'est pas excessif, c'est pas au niveau, voilà. Donc une fois que vous avez vérifié les vitesses, et pour moi, donc j'ai pu confirmer la supériorité de mon équipe d'arrière, nettement plus rapide mes arrières,
je vais pouvoir entrer dans le détail de ces factions afin de me faire une petite analyse, de savoir quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Donc vérifier les plus grosses factions. Chez les la 501e, aucune originalité. On a du R7, on veut du cam, on veut de la cam. Donc des chasseurs de primes sans stupéfaction, c'est pas fougueux, c'est pas fougasse. C'est pas du tout fougasse. Donc maintenant partons sur nos alliés de l'Empire. Un Vador qui est R7, mais qui est mal modé avec un 7 vitesse. Bouh, up en dégâts critiques. Et ce pouvoir là, on en parle de ce pouvoir à 50%. Mais ça c'est pas possible. C'est pas possible. Jouer à un niveau international et être avec 50% de pouvoir sur un Vador. Non, il faut monter à ça. Monter à ça. Du coup, continuons, donc rien de farfelu sur son stuff de l'Empire. Si je pars du côté de ces Génosiens, là c'est un peu plus fougasse. Là il y a de l'espion qui peut one-shot vite fait de la traille. Là on est sur un gros espion, pas de up en dégâts critiques, mais avec des dégâts qui sont tout de même plutôt monstrueux et qui peuvent causer des dégâts collatéraux. J'aimerais pas qu'ils m'en mettent une dans la mêlée. Donc continuons avec des Jedi. Des Jedi, là on a un bon stuff de Jedi. Après, donc clairement un GG classique en défense ne tiendra pas le coup face à des Jedi comme les siens. Donc relativement bien moudé. Là on est full attaque. Hein. Pas de vitesse, juste 69 en vitesse. Juste 69 et donc ce qui s'explique c'est qu'il a une flèche en attaque. Oh le cocasse, oh le cocasse. Donc continuons, nos amis du premier ordre ne sont pas terriblement up. Bon, nos amis de la résistance, sans aucune surprise, il y a de la relique, hein, il y a de la relique là. Donc le Pio il est parti sur Rey, c'est tout à fait logique. On peut s'apercevoir que son HP également est mal modé. Juste 250 de vitesse, pas de up en dégâts critiques. C'est pas fougasse, c'est pas fougasse. On a zappé les petites républiques galactiques et là j'ai mis ce clic à côté de République Galactique. Donc l'inventaire de l'historique de son inventaire, là il y a une Padmé R4, Ahsoka R5 pour la flotte, ça peut être déterminant, mais rien de trop farfelu. Vérifiez la vitesse de toujours du général Kenobi, enfin le nombre de reliques et les modes pour savoir si votre vaisseau mère, donc Kenobi, pourrait être plus rapide que le sien, donc le Nego, la meilleure flotte du jeu. En l'occurrence c'est du R7, c'est full 6 dot mode, donc je n'aurai pas davantage de vitesse. Sa petite Ahsoka a un niveau de relique de plus que moi, elle a de bons modes, de gros modes, donc méfie au Nego en défense. Méfie au Nego en défense. Donc les Rogue One sont contre fiches, on va pas aller jouer à Béziers demain. Donc les séparatistes, là il y a du level. Là il y a vraiment du level sur ces séparatistes. Donc pas mal de reliques, on a pu le voir sur ces géos, mais aussi sur ces droïdes et séparatistes, mais également Sœurs de la Nuit, où là on sent qu'il y a de la passion. Là c'est un joueur passionné, on voit que lui il aime bien le rugby féminin. Donc grosse Night Sister à prévoir. Côté des sites, on n'est pas trop mal sur le trium, un bon trium, on est costaud, on tient sur les appuis, et partons du côté, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Soldats de l'Empire, je regarde de temps à autre, rien de trop farfelu, et Vaurienne toujours pour regarder la petite Memphis. La petite Memphis, elle n'a pas beaucoup de potentiel. Elle n'a pas du tout de potentiel, pas de ténacité, pas de vitesse. Très mauvais modage de la part du joueur probablement allemand, avec un nom comme Hanrein. Mais donc très mauvais modage. Et donc, deuxième chose à réaliser, comme vous faites l'analyse, l'avant-match, évidemment partir sur le Gak History, et c'est fou parce que la page était déjà chargée. Donc vous tapez le pseudo de votre adversaire et vous cliquez sur le lien de Swag. Et je réalise un misclick sur la pub et c'est parti pour l'analyse du Gak History. Donc le but ça va être de vérifier ses performances. Déjà on peut voir qu'en termes généraux, un seul match perdu la semaine dernière. On peut s'apercevoir que la semaine d'avant,
Il avait perdu un seul match. Décidément, il n'aime pas les premiers matchs. Et si je vais à la semaine encore d'avant, un seul match perdu, cette fois-ci un peu plus original le dernier. Pour en avoir une idée plus réaliste de ces équipes, il vaut mieux aller donc sur les dernières semaines de GA. Et donc on va regarder, donc là sur le seul match qu'il a perdu où je verrai toutes ses défenses, je peux avoir un éventail de ses défenses. Donc c'est un joueur qui place sa raie en défense, il se la joue défensif, on peut retrouver ces belles sœurs de la nuit qui sont en défense. Là, là non c'est pas, là c'est hors jeu. Hors-jeu, pas à ce niveau-là, on ne place pas Ancienne République à 6 billions de PG. Hors de question. Donc un GG un petit peu particulier, accompagné de Watt Tambor et de l'ami Magmagard. Nous avons une composition spéciale, donc on a pu voir ces géonosiennes qui ont un niveau assez relevé, dirions-nous, avec un petit droïde de cas qui n'était pas piqué des hannetons. Là, rien de trop farfelu, ça, attention, méfie, grosse puissance, des petits géonosiens qui séparés ne font pas grand chose, la déception de la part des joueurs, et en défense, on s'aperçoit donc un négociateur, et où, attention, une des métas de l'équipe du moment, donc on est sur une équipe Empire, et derrière, mode Motma classique, et là, autre erreur, carton jaune, carton rouge, vous sortez cette équipe à ce niveau-là, ce n'est pas permis. Mais qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier donc s'il y a une régularité déjà dans un premier temps dans ces équipes en défense. Et pour ce faire, il suffit d'analyser plusieurs matchs. Ce joueur est-il régulier sur ses défenses? On ne verra pas énormément ses défenses comme 1500 d'attaque. 2006, je préfère 2006. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les mêmes équipes, très peu d'originalité dans la composition défensive du joueur allemand, très peu de changements, donc on peut voir que c'est strictement bilatéralement la même chose, aucune surprise, pas de très grosse défense, une réatomée, mais hormis ça, pas une très grosse défense. Je peux remonter une semaine avant afin d'avoir une autre vision de son inventaire. Je vais essayer de regarder un match où il s'est fait full clear évidemment, histoire d'avoir un aperçu de ses défenses. Alors, le match où il s'est fait le plus full clear, c'est le premier. Je vais donc regarder le premier et sans aucune... Ah si, une petite surprise. Petit changement de situation avec un petit Chewbacca et un petit Han Solo qui accompagnait la petite oreille. Mais sinon, si on regarde l'intégralité de ses défenses, très peu de changements, peu de bouleversements, pas de très grosse défense de la part du joueur allemand. C'est donc un match qu'on peut appréhender avec peu d'appréhension. Seule chose à vérifier, attention, méfie tout de même, on a vu qu'il plaçait une équipe Empire et que moi habituellement je garde le Nego en attaque avec le Home One, et le Home One il aime pas du tout les flottes Empire. Il aime pas du tout les flottes Empire à cause d'une seule andouille, et on va le regarder, vérifier le niveau d'étoiles du bombardier TIE de votre adversaire. S'il est 7 étoiles comme ça, mon Home One risquerait de perdre contre le bombardier TIE. Donc l'analyse que je fais, elle est là. J'analyse aussi un petit peu la flotte, donc on peut s'apercevoir rien de fou au niveau de son boss, qu'au niveau de ses chasseurs de primes, mais il faut vraiment se méfier de son empire où il a un gros Vador qui est R7, on l'a vu avant, le bombardier TIE donc qui est à 7 étoiles, et dans ce cas là je ne prendrai pas le risque de mettre mon négociateur en défense, et je conserverai mon ego, je placerai plutôt mon Home One en défense. Donc vous l'avez vu, il ne place pas des défenses qui sont totalement folles. Attention, il y a des bonnes équipes, mais c'est pas fou. Donc on va aller directement sur le replay et regarder concrètement comment je réorganise mes équipes. Donc là j'ai pu voir que hormis Rey, il n'y a pas de méta en défense. Il n'y a pas de DR, il n'y a pas de gas, il n'y a pas de CLS en défense, il n'y a même pas donc l'équipe fine, HPO, donc je peux me permettre d'un peu plus blinder mes défenses qu'à l'habitude. Je sais j'ai vu sur son Geek History aussi, ça je ne vous l'ai pas montré, mais qui tombait très facilement des GG. J'ai donc décidé de dispatcher ma GG en deux, donc en présumant qu'il enverrait directement son JKR là-dessus. Donc le GG en escouade complète, le Poggle qui fait un bon lead avec les droïdes également, mon DR. Donc j'ai constaté sur son Geek History,
ça je viens pas de vous le montrer, mais qu'il ne sait pas attaquer des DR hormis en utilisant son DR ou en utilisant un gas. Et donc gros atout. Deuxième gros atout que j'ai vérifié avant de commencer cette vidéo, sur mon Gak History. Donc j'ai vérifié sur mon Gak History, donc je vais le taper. En Gak History, on va taper Pico Swag. Ah, c'est fou, ça s'affiche. J'ai vérifié sur mon Gak History et personne dans mon Gak History n'a réussi à tomber mon DR avec les teams annexes du moment. Donc team annexe du moment pour tomber un DR, ça va être par exemple un JKL avec ST comme je le fais. Donc ça c'est ma strat, mais aussi la strat qui est sortie par The Playbook, qui a été reprise par Justian et beaucoup d'autres. Donc qui consiste à utiliser Tron Lead, Vador et le Short Trooper. Justian a changé la strat en remplaçant le Short Trooper par Kairu. Mais donc sur mon Gak History, là on a un chanceux qui est passé avec un gas, il a été très chanceux. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Là aussi un chanceux qui a réussi à passer avec un gas, c'est assez rare. Ça fait pas des belles bannières. Mais donc ils ont tous tenté, ils ont pas tenté des super strats de fou. Et lui il a carrément envoyé son SLK. Ah, ça fait plaisir. Donc personne n'a trouvé de contre, ce n'est pas affiché en historique. Donc je peux me permettre de continuer à placer en défense mon gros DR à 354 de speed et je sais qu'il pourra... mes futurs adversaires ne trouveront pas la technique pour le tomber sur mon Gak History. Ce sera plus dur pour eux d'avoir l'info. Soit ils sont curieux, ils l'ont eu, soit ils sont pas curieux, ils ne l'auront pas. Et donc là en l'occurrence, 4 fails avant que je commence à attaquer, 4 fails sur mon DR. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a d'abord envoyé son DR qui s'est fait massacrer, puis qu'il a envoyé Gas et qu'il a dû... ça a dû mal se passer. Mais continuons sur l'explication des défenses. Je prends vraiment le temps sur l'intro pour vous montrer vraiment comment je fonctionne avant un match GR. Donc là, grosse particularité, gros changement. Je mets du lourd en défense. Enfin, pour moi, j'appelle ça du lourd, dans le sens où j'ai pas mis mon SLK, certes. Mon SLK sera déterminant pour tomber sa Rey. Je peux pas tomber sa Rey en un coup si j'ai pas SLK. Et ça, ce serait un trop gros malus. Ça m'obligerait à attendre de mon adversaire un fail. Et non, je ne veux pas attendre de mon adversaire un fail. Donc, je garde mon SLK en défense. Mais en contrepartie, beaucoup à mon niveau, j'entends bien à mon niveau, beaucoup d'équipes moyennes, voire bonnes. Donc là, on a mon JKL avec ma ST fraîchement remodée à 347 de vitesse. C'est-à-dire que même son DR ne peut pas outspeed ma Shakti et que je suis sûr de jouer avec lui, avant lui. Hormis s'il utilisait son gel, il n'a aucun personnage aussi rapide que ma Shakti. Mode Motma qui est quand même bien embêtante avec une Géo qui va demander le même counter. Une Chot Padmé également. Chot Padmé. Et donc de l'autre côté, oui je vous la montre, hein, je vous la montre en direct, en live. Donc à 347, son papa est tellement fier de l'avoir remodé à 347. Et là sur les premières lignes d'avant, on retrouve les mêmes, à ceci près que donc avec mon comment il s'appelle-t-il, avec mon Django Lead, j'ai enlevé Ambo que j'ai conservé pour le défi. Et au final, je me suis rendu compte que je me servais pas du tout de Han Vétéran. J'ai mis Han Vétéran à la place de Ambo qui accompagne donc Memphis. Donc ces défenses, nous pouvons les voir. Aucune surprise. Aucune surprise. Exactement la même chose que sur son Gak History. Et ça, c'est carrément cool. Aucune surprise de l'équipe adverse. Et donc là, on va réciter ses gammes. Hein. On va clairement réciter ses gammes. Donc on est parti pour affronter une Rey. On sait que la Rey elle est plus rapide que nous, ce qui nous arrange un petit peu, parce qu'elle va mettre parce qu'elle va mettre le bonus de protection d'abord, et donc là on va pouvoir aller s'attaquer au petit Hachofine en premier. On le stun, c'est parti, et on va prendre un deuxième stun dans la foulée parce qu'on est un petit peu fougasse dans la famille au bord de la rade. Au bord de la rade, on aime le beau jeu, alors là on prend la fracture, et c'est parti. Les attaquants, le numéro 10 de l'équipe adverse ne peut plus faire son rôle d'ouverture, il est plaqué au sol, il ne peut rien faire.
Et là, on charge l'ulti, on envoie des coups critiques, On espère que Rey sera en ulti directement après cette attaque. Et là, un petit peu de malchance. Elle n'est pas directement en ulti, mais c'est pas grave. L'ulti, il est chargé à 61%. J'ai toute ma protection. Rey va rentrer en ult. Mais en l'occurrence, je n'ai pas peur de son ult. Je tankerai son ult. Elle n'est pas modée en attaque. Elle est modée en vitesse. Donc je peux tanker son ulti. Et je peux même me permettre d'avoir le luxe de continuer à charger mon ulti. Là, j'hésite un petit peu. Est-ce que je l'envoie? Est-ce que je ne l'envoie pas? Mais en l'occurrence, j'ai assez de protection sur mon SLKR. J'ai un deuxième personnage qui est en vie. Donc, je peux me permettre de continuer à charger mon ulti. Et je me demande si je vais pas continuer à charger encore un tour ou si je l'envoie directement. Suspense. Je vais découvrir en même temps que vous. Attention, et qu'est-ce que nous fait le joueur français? Le joueur français charge son ulti à Toko. Donc là, on est à fond les manettes. Là, le demi de Bélé a fait son déblayage. Il a positionné ses ailiers dans l'axe avec ses avants aussi. Et là, c'est parti pour un match sans surprise à 47 points. Ça fait plaisir. Il fallait le réussir. C'est fait. Et maintenant, il n'y a plus de bonnes équipes dans ces défenses. Il y a des équipes moyennes. Mais il n'y a pas de bonnes équipes. Et donc là, pour moi, le match, a priori, il n'a pas changé ses défenses. Ça me paraît assez safe. Donc, je vais me décider de tester quelques nouveautés. Donc, par exemple, envoyer ce Vador Short Trooper Wat Tambor contre son équipe Talzin. Donc, le but va bien évidemment être de tomber sa Talzin. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que si jamais mon Sunfuck était G13, j'aurais remplacé Short Trooper par Sunfuck. Pourquoi? Parce que ça m'aurait permis de tomber plus simplement. Donc l'Andouille qui était là-bas, Sunfuck aurait pris le bonus de tank et il a de la riposte et avec sa basique il dispelle. Donc vous imaginez un peu le carnage. À chaque fois que j'aurais une attaque de l'équipe adverse, mon Sunfuck aurait répliqué, aurait enlevé le taunt sur son zombie et ça aurait été juste merveilleux. Attention tout de même à son esprit qui est assez haut en relique et l'esprit, c'est un des personnages qui gagne le plus d'attaques avec les reliques. Il gagne un DPS qui est totalement fou. Ce personnage est super sympa. Là on peut voir le DPS, donc j'ai énormément de up en protection sur mon Short Trooper. Il est modé entièrement en défense avec que des slices de protection de partout. Et malgré ça, il prend quand même une belle patate du joueur allemand. Mais ça ne suffira pas à le tomber à terre. Gros avantage de Sunfuck aussi, si je l'avais utilisé dans l'équipe, j'aurais pu le réanimer en cas de... Ah, au secours, j'aurais pu le réanimer avec donc mon ami Wat Tambor. Et là, donc là, on récite les gammes. Là, c'est parti. Le lancer de sabre ne peut être esquivé. Je peux donc faire un lancer de sabre. Je prends pas le risque de temporiser pour regagner toutes mes bannières sur mon Short Trooper parce que le zombie va constamment prendre le taunt. À côté... Ah bah dans tous les cas, je regagne ma protection. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est parfait. Très bon move. Là, du coup, c'est Sœur de la Nuit. Sadaka Ether 5. Elle est très bien modée. Enfin, elle est modée en vitesse. Mais en l'occurrence, elle a, je crois, 283 de vitesse contre 286, si j'ai bonne mémoire, approximativement sur mon Kairu. Et donc... le gros problème de l'équipe adverse, là, c'est qu'elle peut prendre le contrôle du match. Daka qui prend un double stun, Asajj qui peut prendre potentiellement un stun. Et bien moi, je vais contre-stun, je contre-cumps. Je contre-cumps en prenant un stun directement. J'évite donc de me faire décumps en réduisant le TM un petit peu là-bas. Et méfier à sa Asajj. Sa Asajj a énormément d'attaques. Elle dispose également d'une flèche attaque et donc son DPS va être assez fou si jamais je la laisse je la laisse se charger. Mais bon, mon but c'est de contrôler Talzin, non Daka, contrôler Daka pour éviter qu'elle ne me stun comme elle vient de le faire. Donc c'est elle que je vais chercher à tomber en priorité. Là je regagne un petit peu de protection, je redonne le tour à Kairu pour qu'il puisse prendre un stun. On va donc maintenant plutôt chercher à stun Asajj qui est le gros DPS de l'équipe adverse. Là, Talia, je peux la tomber assez vite, donc je le fais
le fais quand je peux. Peut-être que j'aurais dû plus temporiser là. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de regagner mes bannières sur mon officier, ce qui était assez simple. Mais je reste satisfait donc de cette petite équipe qui m'a évité d'envoyer du lourd. Là, clairement, utiliser Kaeru, c'est pour ne pas envoyer du lourd, me conserver du lourd au cas où derrière. Et donc là, on arrive derrière. Si jamais il y avait eu un DR, j'aurais pu le contrer donc avec la technique que je vous ai dit. Tron, Vador, Short Trooper. Ah non, Short Trooper, je l'ai plus. Mais j'aurais utilisé par exemple L-Tour 37, un autre Prétont. J'aurais pu utiliser par exemple Base aussi, dans le style des Prétont. Donc j'aurais pu contrer un DR s'il avait mis son DR. J'ai mon Gas qui m'aurait pu me permettre de contrer potentiellement un Gas. J'aurais pu également contrer son Gas avec mon CLS. Donc il me reste encore 3 grosses équipes. 3 grosses équipes qui auraient pu tomber toutes ces meilleures équipes. J'aurais également pu tomber... Alors j'aurais peut-être un peu plus galéré. J'aurais plus galéré s'il y avait eu un JKL derrière, étant donné que j'ai plus Tron et Wat Tambor. Mais mon Vador aurait pu passer, mais donc voilà. C'est archi safe à ce moment-là. Et je découvre ces équipes derrière, et clairement, c'est pas terrible. C'est exactement ce à quoi il nous a habitués. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un défi pas cool. Utiliser Ambo et j'ai oublié le nom de l'autre andouille qu'il faut utiliser dans l'équipe. Mais donc un défi... un défi contraignant à réaliser si le match est serré. Là, du coup... J'ai de l'avance, il a fait 4 fails, il a fait une moyenne de 47 points en attaque, donc j'ai vraiment beaucoup de marge et je me décide d'expérimenter à commencer son GG où je vais me décider d'envoyer plutôt le Trium pour réussir à passer. Parce que là, il n'y aura pas énormément de up de TM dans l'équipe adverse. Ce qui aurait pu être plus problématique, c'est que le bonus de vitesse qui permet d'ignorer la défense soit placé sur GG, mais ce n'est pas le cas et c'était prévisible, donc il place plutôt le Medipack sur GG. Et donc il n'y a pas énormément de DPS dans l'équipe adverse. Je peux isoler très simplement son Magma Guard, attendre que l'ult se charge très tranquillement sur mon Nihilus. Alors c'est de l'expérimental, mais on va voir comment ça se passe. Au prochain tour, l'annihilation sera chargée, c'est merveilleux. Donc là, mon but, ça va être de ne pas toucher à GG, en fait, au Grievous en face, étant donné que si je le descends en dessous des 100% HP... Ah, c'est beau ça. Oh, c'était beau ça. Si je le descends en dessous des 100% HP, donc il donnerait le taunt à Magma Guard, ce que j'ai pas envie, donc j'ai tout intérêt à attaquer un petit peu à gauche, à droite. Wat Tambor, en plus, me permet, via la basique de Nihilus, de recharger le drain, de diminuer le délai du drain, donc c'est parfait. Et là, vous pouvez voir que j'ai de la marge. Je suis presque full protection ici, presque full protection là. Peut-être même que l'IA pourrait le compter full protection. Et donc, je vais rajouter des boosts de protection au cas où l'IA puisse dire « Oh non, mais en fait, il était full protection. » Je vais le tenter. Je vais temporiser un petit peu. Donc, je vais... là, j'ai clairement le temps de regagner toute ma protection sur Sion. Bon, ça m'embête un petit peu parce que c'est long, parce que j'attaque entre midi et 2 à la pause. mais ça se passe super bien. Là, même si j'avais envoyé mon... Alors, si j'avais envoyé mon Revel là-dessus, j'aurais focus Wat Tambor en premier. Étant donné que Wat Tambor peut réanimer GG. Je n'ai aucun intérêt à tomber GG en premier. J'aurais donc tombé à Wat Tambor en premier, et après, je me serais attaqué à Grievous dans The Saint-Quentin. Voilà comment aurait été ma procédure, très clairement. Et donc on est parti, on a une deuxième annihilation qui est prête. J'hésite un petit peu, est-ce que je la lance tout de suite ou est-ce que j'essaye de regagner toutes mes bannières sur mon Sion pour vous proposer du beau jeu et je vais décider de temporiser un petit peu parce que là il me reste juste un super coup et on est bon. Donc j'attaque Wat Tambor. Wat Tambor ne riposte pas contrairement à Magma Guard. Donc là, je peux encore utiliser. C'est frustrant, hein, c'est frustrant. Il faut encore attendre que Sion retrouve sa capacité. On accélère l'apparition de la capacité en utilisant sa capacité de survivance. On attend, sérieux, on attend. Qu'est-ce que c'est palpitant. Et donc là, big balaboum, SP de Sion, toute la protection est revenue. On peut donc terminer ce combat tout simplement en annihilant le Magma Guard. Restait de la question de savoir si
Traya et Nihilus étaient full protection, il ne l'était pas. Ça s'est joué à 2 doigts. Mais donc strat qui fonctionne très bien juste en envoyant le Trium. Je suis très satisfait de ce résultat. Évidemment, je suis très satisfait. Du coup, je décide d'envoyer mon chevalier Revan. Donc Revan sur sa Newt B1, B2. Team dont il faut énormément se méfier. Et d'ailleurs, pour le coup, je tiens à préciser qu'il avait quand même des bons modes sur son B1. Et vous allez voir qu'il y a quand même du DPS. Ça DPS peut-être plus que sur une équipe GG. Je vais perdre très vite de la protection, de la santé. Donc là, le mauvais move à faire, ça aurait été de partir sur son B2 directement. Ne faites pas ça. Beaucoup trop de TM entre Newt et B1. Beaucoup trop de TM dans l'équipe adverse pour espérer tomber B2. B1 l'aurait soigné 15 fois avant que vous arriviez à la moitié de sa protection. Surtout quand il est relique comme ça et que donc mon Yoda est juste R3, non R4 sur mon Yoda, R3 sur mon Revan, R3 sur mon JKL. Donc on continue, focus sur B1 qui est à la fois le DPS mais qui est aussi le soigneur de l'équipe. J'aurais peut-être pu tomber Newt aussi pour si j'avais tombé Newt, ça aurait enlevé un petit peu de vitesse à l'équipe adverse. Donc ça aurait été un choix dont on aurait pu discuter. Mais en l'occurrence, je préfère me débarrasser directement de B1, je vous ai dit, c'est le DPS, c'est le soigneur de l'équipe, c'est lui qui fait le plus gros du boulot, du coup on s'en débarrasse le plus vite possible. Et voilà qui est chose faite. Donc la capacité de réanimation du lead de Revan n'a même pas été utilisée. C'était plutôt safe, bien qu'au début j'ai quand même perdu énormément de santé de protection quand B1 avait beaucoup de stacks. Et si jamais j'avais pas diminué les stacks de B1, ça aurait été encore pire. Du coup là je décide de regagner de la protection. Où je peux en regagner, donc mon Revan n'est pas très loin d'être full protection. Donc il faut que je focalise mon attention sur le Revan. Je décide de tomber Newt pour reviver son revive plus capacité qui vous plombe à la fin du match, clairement. Donc là je suis quand même très loin du full protection sur mon joli mon Yoda. Petit regret, il y a encore de l'espoir pour Revan. Revan, tu peux le faire. Mais je m'y suis peut-être mal pris, je sais pas. Est-ce que je vais l'atteindre? Ah, suspense. Ouais, on a quand même le full protection, 52 bannières, donc ça fait tout de même plaisir sur cette équipe. Donc là, sa plus grosse équipe, ça reste les Géonosiens. Et les Géonosiens, donc je n'ai pas envoyé mon Trium dessus, parce que je m'en méfie de ces Géonosiens. J'aurais vite fait de me prendre un... J'ai vu sur son gag historique, il y en a plusieurs qui ont fail sur ces Géonosiens en envoyant le Trium. Donc je sécurise un maximum le match en envoyant mon Gas File Rex. Et donc c'est un match sur lequel je peux espérer d'obtenir 53 bannières. C'est le meilleur score que j'aurais pu faire sur nos amis géonosiens avec Droidka en plus. Et là, petit manque de réussite, esquive du Droidka de l'attaque de masse de Gas. Donc c'est dommage. Oh, c'est dommage. Pour citer, c'est Toulousain. Et donc c'est parti, là je dis Toulousain directement, je vais reprendre un accent rubissotique. Je ne parlerai pas de chocolatine en direct, je vais éviter tout débat un petit peu farfelu. Et donc là on est parti, le but ça va être de terminer à 53 bannières, mais le fait que le Droidka ait esquivé ma première AOE me met un petit peu dans le mal, dans le sens où ben voilà, je peux pas le toucher, je peux pas toucher l'espion. Heureusement la deuxième AOE va tomber l'espion, va terminer l'espion. Là, mon Gas va tomber, mais la super de Rex est chargée. Donc, c'est parfait. Il me reste plus qu'à terminer ce combat et atteindre les dites 53 bannières qui font plaisir. Et là, c'est le bonus offensif qui se joue. C'est le bonus offensif qui est en poche. Que vais-je donc faire? On va envoyer Bastila avec Hermite. Et la potuote Asuka Tano. Clairement, il n'y a pas assez de DPS dans l'équipe adverse pour aller au-delà de ma protection. Donc, avant même de commencer, je sais que c'est un combat qui terminera à 54 bannières. Et les combats sans surprise, comme ça me plaît.
C'est comme si Toulon allait jouer à Agen, on sait qu'on va gagner. On les aime bien, Agen, on les aime bien, mais on sait qu'on va le gagner, le match. Mille respects à la communauté agenaise. Et je sais qu'il y en a sur le YouTube des French streamers. Il y a même un mot qui vient d'Agen, sachez-le. C'est fou. Et donc on respecte totalement le SUA, même si on allait leur mettre une petite tôle la dernière fois que le rugby club de la Rade de Toulon, il est parti jouer là-bas. Mais il y a plus grave. Donc on continue ce match, et que comme vous pouvez le voir, les bonus de protection sont au maximum. 54 bannières, c'est parfait. On déroule son rugby et on peut découvrir les flottes qui sont cachées derrière. Et une fois de plus, c'est sans surprise qu'on découvre le négo et donc une flotte de l'Empire. Donc là je vais un petit peu hésiter, du coup je vais vous passer le passage où j'hésite et je vais aller directement au concret. Je décide donc d'envoyer mon Lando Showihan face à sa team Madmatma. Mais vu que je suis une andouille, je vérifie à 2 fois l'endroit où je clique. Et donc c'est parti, Lando Calrissian qui fait donc, je le rappelle, un très bon lead pour compléter Anne et Showi. Pas besoin d'envoyer CLS, CLS peut être conservé pour être utilisé avec C3 PO et Showi PO. Et donc voilà, expéditif, 54 bannières, c'est des combats comme on va en voir tous les jours. Là je vais peut-être encore temporiser, je crois que je suis pas encore tout à fait décidé de qu'est-ce que je vais envoyer. Et donc cette fameuse équipe CLS, Showi PO et C3PO, je décide de l'envoyer sur sa merveilleuse équipe Jin. Ah, son équipe Jin n'était pas sur son Gaki Story je crois. Et donc là on est dans une situation qui est tellement jouissive, où l'attaque de masse peut potentiellement tuer tout le monde est G12 en face, donc c'est pas du gros Gears. Je décide de le tenter, ça aurait été pour sécuriser mes bannières. Je précise que j'aurais peut-être mieux dû faire, quoique non, il y a le dispel qui arrive juste après. Non, j'ai rien dit. Donc c'était le bon choix, c'était le bon call, vu qu'il y a le dispel juste après de Chariot. Donc la petite attaque de masse, je perds un petit peu de protection, j'en regagne sur mon CLS. Là, on est juste à côté, vraiment, on est juste à côté sur Showi, et c'est compté comme un full protection. 54 bannières, une fois de plus. Pour continuer, donc un petit combat que j'avais envie de tester, que j'ai jamais testé, mais que je connaissais. Donc, face à une équipe All Republic, envoyer un Kylo Ren en solo. Je l'ai jamais essayé, je sais que ça marche, et du coup j'étais content parce que j'ai pu le faire. Généralement ces derniers temps, donc mon Kylo Ren était en défense, donc je ne pouvais pas l'utiliser, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Je joue jamais en fait avec mon Kylo Ren. C'est pas un personnage existentiel. Mais du coup là pour soloter une équipe c'était carrément fun. Donc Kylo Ren va gagner en vitesse, va gagner en attaque au vu du nombre de buffs qu'il a sur lui. On va faire comment cela est possible, mais comment cela est possible. Donc cela est uniquement possible parce que si je vais sur Kylo Ren, il est où le petit Kylo Ren? Ah c'est pas mon stuff ça. Ah, c'est pas mon stuff ça. C'est pas ma team. Mon Kylo Ren R7, il est là. Et donc si on va sur Impeccable, donc il subit des dégâts réduits des effets de pourcentage et il obtient un bonus de vitesse de 10 pour chaque affaiblissement dont il souffre. Donc ça, là vous voyez j'étais sur juste avant j'étais à 9 malus plus 1. 9 plus 1, j'étais donc à plus 100 de vitesse sur mon Kylo Ren et donc avec son Zeta. Son Zeta perdu, non je dois pas aller là. Son Zeta, non, je suis perdu, c'était là, c'était Blue Stag. Avec son Zeta sur outrage, à chaque fois que vous utilisez l'aspect de vous allez regagner de la protection, ça tapera encore plus fort s'il n'a plus de protection. Donc, magnifique machine à détruire. D'ailleurs, petit modège, l'instant modège. Moi je recommande plutôt ici du pouvoir. Sait-on jamais qu'il soit utilisé contre un Malak. Et double up en dégâts critiques, étant donné que même s'il ne peut pas infliger de coups critiques avec cette attaque-là, les dégâts sont... il y a des dégâts bonus à hauteur de 50% des dégâts critiques. Donc c'est toujours plus cool que de l'attaque.
ça aura plus d'effet que si vous rajoutez de l'attaque, de mettre un dégât critique qu'il n'infligera pas. Et en retournant au let's play, c'est reparti pour voir ce Zalbar suffoqué. Zalbar est dans le mal, alors je décide de l'attaquer avec l'aspect 2, puis l'aspect 1, et puis l'aspect 2, histoire de retourner full protection. Donc on sécurise le full protection. Avant toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause. Donc là, attaque de masse, parce que je n'ai pas l'aspect 2 en fait. Et là, je retrouve ma petite aspect 2. Je peux spammer l'aspect 2 pour terminer un combat à 56 bannières. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous rappelle que sur les territoires qu'il a fait, il a fait 47 de moyenne en attaque. Donc là, c'est archi ça. Là, je peux m'amuser à faire autant de fails que je veux. Il suffit que je termine l'équipe et c'est gagné. Je vais donc faire le défi avec Embo et Cad Bane. Je décide de rajouter Wampa. J'aurais également pu rajouter Anne Stormtrooper, mais qui m'aurait fait, je pense, le même nombre de bannières. Anne Stormtrooper qui aurait pu tanker étant donné qu'il n'y avait pas de dispel dans l'équipe adverse. Donc là, je vais hésiter un petit peu. Je vais vous passer. Ah, j'ai un peu trop passé. Et au bout d'un moment, je clique sur combat. Vous allez voir, c'est un moment palpitant. Et c'est reparti pour le combat. On fait la bagarre. Et là, on fait la bagarre. L'attaque de masse qui met directement toute l'équipe adverse dans le mal. Plus de riposte. Je vais chercher à tomber IG-11 parce qu'il a des attaques de masse et qui peut potentiellement réduire ma protection. Suite à quoi, je ne sais pas exactement qui attaquer. J'aurais dû tomber HK pour les mêmes raisons. Étant donné que HK a une attaque de masse et que mon but va être de terminer full protection. Sachant que pour l'instant j'ai encore 2 full protection. En espérant que Cad Bane le reste. Donc le problème c'est qu'en face il y a de la riposte. Et là j'ai une double attaque. Oh, la double attaque avec double riposte de l'équipe adverse qui fait que je ne termine qu'à 52 bannières avec Embo et Cad Bane. Mais une fois de plus, le Wampa aura carré. Et donc ce qui nous fait... non, pas un score total, il y a encore les flottes à tomber. Donc cette fois-ci, j'ai... Alors, je pense que je mets un petit peu de temps, je vais vous avancer on fait un petit up dans le temps. Est-ce que j'y vais là? Ouais, j'y vais. Et c'est parti, donc moi mon starter ça reste toujours le même quand j'affronte un ego. Je mets les renforts au total, donc c'est-à-dire que j'ai le vaisseau de Plo Koon, j'ai le vaisseau de Five, j'ai le Y-Wing donc de la République Galactique et un vaisseau dont j'ai oublié le nom, mais qu'on verra très prochainement sur ce stream. Il arrive très vite. Donc sur le banc des remplaçants, voilà, on va appeler ça le banc des remplaçants. Il y a un élément perturbateur dont j'ai oublié le nom, mais on va très vite le voir. On l'a vu. Donc là, vous invoquez Plo Koon toujours en premier renfort. Vous pouvez voir qu'il y a la riposte qui est sur boss, qui fera qu'il se soignera tout seul comme un grand. Il a besoin de personne. En Harley Davidson. Là, c'est vraiment un très bon début de run. Surprise, il envoie le maraudeur, chose que j'ai fait pendant un temps. Donc le maraudeur toujours aussi intéressant avec ses bombes à confusion. Donc la confusion contre une Lego, c'est une très bonne arme. Donc c'est un beau geste technique de la part du joueur adverse. On continue. Donc là pour l'instant tout se passe bien. Je vais m'attaquer plutôt à son druide bombardier, que je préfère tomber en premier étant donné qu'il a une affinité avec l'équipe droïde, alors que le maraudeur n'a pas d'affinité avec l'équipe adverse. Donc c'est parti, continuons. Donc là je décide plutôt d'invoquer Fire parce que c'est le plus gros DPS que j'ai et qu'il me reste plus qu'à faire du DPS, sachant qu'aussi donc son petit malus de défense est quand même bien pratique pour tomber les cibles adverses le plus rapidement possible. Mais j'aurais pu faire le choix de ne pas le tomber. Là je n'utilise pas la OE mais plutôt l'attaque basique qui a plus de DPS. Et c'est terminé pour un combat à 62 bannières. On va dire 62 bannières, moyen, mais un combat pas du tout risqué. Du coup ça me va très bien. J'ai pas besoin d'assurer mes bannières. J'ai juste à terminer ce combat, à achever cet ennemi. Là un petit peu plus de prise de risque, donc juste 2 renforts. Donc ça me fera 8 points en plus de vaisseaux non utilisés dans l'équipe.
Et il faut assurer ce match, donc c'est un match sur lequel je suis peu habitué. Contrairement à la dernière fois, c'était Troll Lead. Cette fois-ci, on est plutôt sur un Grand Moff Tarkin. Je sais plus comment s'appelle le vaisseau du Grand Moff Tarkin, tiens. Décidément les noms propres, hein, quelle passion. Continuons, donc là, je me décide à un petit peu attaquer Vador tout de même, vu que c'est un gros DPS. Le risque de l'équipe adverse, en fait, c'est vraiment que le TIE esquive, et je vous avoue que j'ai bien envie de montrer le TIE G13 rien que pour ça. C'est une excellente flotte défensive G1, et le TIE... D'ailleurs, j'aurais bien aimé que ce soit lui là qui chope la marque de l'espion. Bon, tant pis, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Donc j'achève ça. Mais donc, augmenter G13, mon pilote, pour lui donner donc plus d'esquive sur sa flotte, et donc je pourrais l'aligner au starter. Là, vous voyez, je me suis pris une esquive. À chaque esquive, vous boostez le TM de votre vaisseau mère à chaque fois que votre pilote TIE réussit une esquive. Donc là, par miracle, je réussis à toucher. Il faut aller achever cette andouille avant qu'elle ne donne trop de TM au vaisseau mère allié, sachant que si j'attaquais la navette aurait pu soigner le TIE, ce qui n'est pas dans mon intérêt. Et ça se termine à 63 bannières, donc c'est très correct. Donc un score total qui est révélé de 2662. C'est un match safe. Je suis sûr qu'il ne pourra jamais atteindre, au vu de la moyenne de points qu'il a fait sur les premiers territoires, je suis sûr qu'il ne pourra jamais égaler ce score. Et on va retourner au direct. Je n'ai pas regardé s'il avait réattaqué depuis. Mais voyons voir si il a osé continuer. Et je lui souhaite de full clear pour ses bannières. Et on ne dirait pas qu'il ait continué à attaquer. Le pauvre. Il doit être dépité. C'est vrai qu'il y avait quand même des belles défenses là. Donc ben voilà, à l'issue de ce match, je serai Kyber. C'est cool, Kyber, 2 matchs avant la fin. J'espère que ce match vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Hasta luego!